Bah, Andy, hein, quand t'es prêt. Prêt. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Bon, bah déjà, bonjour, nous allons vous présenter l'approximation de pi. Alors là, on va vous détailler un peu le plan de la présentation. Donc, on va vous présenter l'objectif de l'étape 3, la méthode de Monte-Carlo, l'explication de l'algorithme et la représentation graphique. Donc, l'objectif de l'étape 3, c'était de réussir à calculer l'approximation de pi en fonction de la circonférence d'un cercle. Pour y arriver, nous avons considéré ces deux méthodes. Donc, d'un côté, on a la méthode d'Archimède. Donc, cette méthode, elle utilise les polygones réguliers comme approximation du cercle pour calculer une évaluation du nombre pi. De l'autre côté, nous avons la méthode de Monte-Carlo. Donc, le principe était de jeter un nombre de fléchettes sur une cible carrée, puis de déterminer la proportion des fléchettes arrivées dans le cercle inscrit au carré. Donc, on a utilisé le rapport entre l'aire du cercle et celle de la cible. Donc nous, on a choisi d'utiliser la méthode de Monte-Carlo. C'est une méthode qui nous avait été proposée du coup par Florian, qui avait trouvé ça intéressant et qui nous avait donné la piste. Donc là, on voit qu'on a une représentation du résultat qu'on voulait obtenir au final. Donc la méthode, elle consiste à tirer des coordonnées x et y au hasard, et compris dans un intervalle qui est de 0 à 1. Donc après, on vérifie que si x au carré plus y au carré est bien égal ou inférieur à 1, on sait que le point M appartient au disque de rayon 1. Donc les points vont être dessinés en bleu s'ils sont sur le disque et en rouge s'ils sont hors du disque. Donc notre rapport, il est de pi par 4, ce qui équivaut à 77% de chance de toucher la cible. Donc là, on a une rapide explication de l'algorithme, de la méthode qu'on a utilisée. Donc comme on disait tout à l'heure, la méthode de Monte-Carlo, elle nous permet d'approcher la valeur de pi grâce aux probabilités. Donc je disais, oui, on a 77% de chance de toucher la cible, et on obtient ce résultat-là en divisant l'aire du disque, donc pi fois r au carré, par l'aire du carré dont la longueur de chaque côté est égale à 2 fois le rayon du cercle, donc 2r fois 2r. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je vais continuer ce qu'a dit Léa sur l'algorithme. On va voir ça un peu plus en détail. Alors, déjà, je tiens à m'excuser si vous m'entendez mal, parce que je peux pas mettre d'oreillette. Du coup, là, c'est avec le micro qui est intégré à mon ordinateur. Donc, je vais faire au mieux. Bon courage à vous. Donc, alors moi, je vais commencer par vous parler de la boucle for déjà. C'est elle qui peut représenter en fait le nombre de fois, parce que nous on parle d'un lancer de fléchette, c'est ça qui est assez marrant. La boucle for nous permet justement de récupérer par exemple le nombre de lancers de fléchettes qu'on a récupéré en input et transformé en int pour pas que ça soit un flottant, sinon ça marche pas. Et puis le nombre de lancers de fléchettes en fait sera la limite de nombre de tours défini par la fonction range. On ajoute 1 parce que du coup range compte pas le deuxième argument. Ensuite, l'idée c'était de générer alors des coordonnées au hasard. Donc un x et un abscisse y coordonnées. Donc c'est pareil, un point c'est un couple un x y. Donc pour ça on a utilisé la fonction random qui permet de générer un point qui est compris entre 0 et 1. À la suite de quoi, comme a dit Léa tout à l'heure, alors si ce couple de coordonnées nous donne x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1, ça sous-entend en fait que c'est que la fléchette, que le point de coordonnée est tombé dans le disque. Du coup, ce qui fait que dans ce cas-là, grâce à un if, si c'est dans la cible, on rajoute 1 à la fléchette dans la cible. Et sinon, ça veut dire que c'est x carré plus y carré est supérieur à 1. Dans ce cas-là, ça veut dire que la fléchette est en dehors de la cible. Donc, on rajoute 1 en dehors de la cible. Après quoi, donc on fait un rapport dedans-dehors. Alors là, on aurait pu la renommer en ratio, par exemple, de fléchettes qui arrivent dans la cible ronde.
Pour ça, on divise le nombre de fléchettes dans la cible par le nombre de fléchettes qu'on a lancées. C'est I1. Après quoi, du coup, avec un produit en croix, comme Léa l'a expliqué tout à l'heure, en fait, le rapport entre l'aire du disque et la cible carrée, en fait, quand on divise l'aire du disque par la cible carrée, ça fait pi sur 4. Donc, avec un produit en croix, on peut estimer pi. Du coup, là, c'est pour l'aspect théorie. On peut estimer pi en multipliant par 4 le ratio dedans-dehors. Et ainsi, ça veut dire que plus on lancera de flèches, alors plus, du coup, on approchera la valeur de pi. Voilà, théorique. Ensuite, on a essayé de faire une représentation graphique. Alors, pour ça, on a utilisé une bibliothèque qui a été créée par l'auteur d'un livre. Ça s'appelle Introduction to Computer Programming. Et ce monsieur, en fait, a utilisé la bibliothèque Thinter, la bibliothèque Thinter, qu'il a simplifiée et allégée pour l'utilisation de son livre. Donc, on a utilisé ça. Ça permet, par exemple, si vous voyez la souris, là, de générer une fenêtre, tout simplement en donnant, par exemple, un nom, c'est comme un nom de variable, et, en affectant cette fonction préprogrammée, qui a une fenêtre, à cette variable. Là, par exemple, on a le nom de la fenêtre, graphique de pi, donc qui apparaît pas là, mais c'est ce qui est en haut de la fenêtre. Et là, c'est la taille, en pixels. Et puis là, ces méthodes, par exemple, nous permettent de colorer le fond. Et là, cette méthode était très pratique parce que cette corde-là permet en fait d'ordonner le repère. En temps normal, ça commence en haut à gauche. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'on est habitué aux repères qui sont ordonnés d'en bas à gauche. Donc, cette méthode permet de le faire. Alors là, maintenant, on ne pouvait pas vous sélectionner tout le code du graphique qui prenait trop de place. Donc, on a sélectionné ce qui nous semblait l'essentiel. C'est comment faire apparaître les points bleus et les points rouges. Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé de la fonction for. C'est le même principe. C'est pareil si une fléchette, si un point, du coup, est généré dans le cercle. Donc, autrement dit, c'est une fléchette qui atterrit dans la cible ronde. Dans ce cas-là, on ajoute 1 à la variable fléchette dans la cible. Et c'est encore une fois grâce aux fonctions préprogrammées, par exemple point là x, y, qu'on arrive à représenter graphiquement ce point. Donc c'est intéressant. On fait ça pour fléchette dans la cible, fléchette en dehors de la cible. Et la nuance aussi avec la version non graphique, c'est ça. Alors ce qui nous a donné un peu de fil à retordre, faut le dire, c'était plutôt que d'utiliser la fonction random, en fait là il a fallu utiliser uniforme. Random permet de générer des points de 0 à 1, et uniforme, du coup, ça permet de générer des points de -1 à 1. Voilà. Donc la méthode de Monte-Carlo, c'était pas forcément la plus efficace pour arriver à l'approximation de pi, mais on a trouvé que c'était intéressant parce qu'on pouvait voir la différence en fonction du nombre de fléchettes qu'on tirait sur notre cible. Donc si on prenait un nombre de fléchettes de 5000 par exemple, on avait une approximation qui pouvait arriver à juste 3,14, alors que si on monte à 100 000, on peut arriver à 3, 14, 15, etc. Et du coup, comme Vincent l'avait fait remarquer, on s'était dit que pour arriver à plus de précision et surtout à un temps de calcul qui était plus rapide, on aurait pu limiter encore la zone de lancer et du coup recalculer nos valeurs en conséquence. Merci à vous quatre pour ce bel exposé. Je propose maintenant qu'on passe à une. Tu avais bien fini, Léa, hein? Oui, j'avais fini, ouais. Donc merci à vous quatre. Je propose qu'on passe à une période un temps de questions. Comme c'est une méthode assez originale, avec un très beau travail de programmation derrière. Je vous propose que les autres élèves des autres groupes posent des questions, parce que je pense que ça peut vous intéresser plus en détail ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont réussi à faire. Un très beau boulot. Merci à vous.
Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous voulez aller un peu plus dans le détail, voir? Voilà, c'est assez sympa, on peut voir l'application. Oui, on peut montrer. JB peut nous montrer. Ah oui, vous voulez que je parle, non? Bah oui, présente-nous. Je veux dire, tu peux nous montrer. D'accord, autant pour moi, désolé. Alors oui, là du coup, je peux vous montrer. Alors comme l'a dit Léa en conclusion, c'est vrai que notre programme, comme l'a gentiment dit Vincent, c'est vrai qu'il est peut-être original. Et on est assez d'accord, c'est sympa. Le souci, c'est qu'il est long. Contrairement par exemple à la méthode que j'ai oublié le nom, que Archimède, merci, présenté après. Par exemple, par exemple, après 10 boucles, je sais pas, on peut avoir une précision assez impressionnante du nombre pi. Nous, au bout de 10 boucles, on l'approche très très grossièrement. Donc vous allez voir. Alors par exemple, on va utiliser, pas un trop gros nombre, sinon on n'est pas parti. On va partir sur 10 000. Hop, c'est parti. Donc vous voyez les points se colorer. Alors en bleu si c'est dans la cible, en rouge si c'est en dehors. Ah ouais, là par exemple ça nous donne 3,15, 3,15,56. Si on avait voulu vraiment avoir un nombre précis. Rajoute un 0, Jean-Baptiste, pour qu'on voit un peu. Normalement, on est bon avec un 0 plus. Vous avez un peu de temps devant vous, ça va. Alors, j'avais fait combien? J'avais fait. Ok, 100 000, c'est parti. C'est plus coloré. Et là, je suis le commentateur, c'est ça, 2 points. Et c'est un beau point qu'il n'y a pas. Non, j'arrête. Ça dure combien de temps? C'est presque fini. Ah oui, on aurait pu utiliser, c'est vrai, le importer time pour voir le temps, mais ça, on n'a pas fait. Je sais pas. Je peux pas vous dire, je sais pas combien de temps ça va prendre. 10 fois plus de temps que le coup d'avant, donc je pense que c'est ça. Plus une vingtaine de secondes. Bon, sinon, à côté, on peut voir le code un petit peu. Moi, j'ai une question, si possible. Oui. Vu que Monte Carlo, on part du principe qu'on a un carré dans un cercle, c'est ça? Oui, tout à fait. Du coup, vous avez pris vous êtes parti du fait que vous avez pris un triangle dans le carré, c'est ça? Non. Pourquoi tu penses à triangle Pour prendre le rayon, en fait, du carré. Enfin, comment tu par rapport à Pythagore. Oui, voilà. Ah, pour déduire le. C'était le rayon et l'hypoténuse, du coup. Oui, c'est ça, pour estimer. Alors, c'est vrai que là, pour ce que tu as demandé, en fait, au départ, nous, on a pris le. Je sais pas si tu vois la souris. Hein. Au départ, on a pris, en fait, un. J'ai quitté le direct parce que sinon, je peux pas parler. Ah, d'accord, ça marche. Alors, en fait, on a pris un quart de cercle, le quart du carré au départ. Parce que c'est plus facile. Hein. Là, tu vois, c'est ordonné de -1 à 1 et -1 à 1 aussi. Donc, on s'est ordonné de 0 à 1, c'est plus facile. Donc, le rayon, il est à 1. Tu vois, là par exemple. Donc, avec Pythagore, par exemple, si... je peux pas vous montrer le doigt. Attends, je vais sortir l'image que tu avais fait, le schéma. Il n'est pas très beau, mais a priori, c'est compréhensible. C'est pour expliquer, mais oui, c'est avec Pythagore, par exemple. C'est pour savoir, c'est par rapport à la formule comment x carré plus y carré, c'est ça, est égal à 1 sur la bordure du cercle, c'est ça? Vous me demandez ou... Oui, c'était ça, ouais. Il me semble que c'est ça que j'ai compris aussi. Donc, non, en fait, on relie. C'est vrai que ce serait mieux avec le support visuel. Je vais essayer de le retrouver. Ah ouais. Ah, je te remercie. Alors, est-ce que vous arrivez à voir bon, c'est pas super beau. Hein, je l'avais fait sur Paint. Faudrait que tu l'agrandisses un tout petit peu. Tu peux faire un clic droit, ouvrir le lien. Oui, je vois. Ah ouais, je te remercie. Alors, bon, c'est pas très propre, mais on comprend l'essentiel.
Tu vois, tu sélectionnes un point, alors je sais pas, je peux l'appeler P ou n'importe quoi. Et alors, de ce point, en fait, tu traces un axe du coup qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et du coup, tu formes un triangle avec le centre du cercle. Bon, c'est censé être le centre. Hein. On est d'accord, c'est pas à l'échelle. Qui relie le centre du cercle, le point et du coup le point en abscisse que ça donne. Et avec le théorème de Pythagore, du coup, tu en déduis en fait l'équation, si tu veux, du cercle. En fait, ça veut dire l'équation du cercle, c'est x carré plus y carré est égal à 1. Donc nous, on veut en fait que la fléchette, hein, on parle de fléchette, que ça atterrisse dans le cercle. Donc du coup, il ne faut pas que ça soit égal à 1, il faut que ça soit inférieur ou égal à 1. Est-ce que c'est ce que tu voulais comme réponse ou pas du tout? Ouais, c'était ça, ouais. C'est ça? Ouais, parce qu'en fait, je me demandais justement si on devait réduire la zone pour les fléchettes, oui. Utiliser la même formule en fait pour ça. Bah justement, c'est ce que Vincent nous a proposé pour optimiser en fait le temps de l'application, enfin la rapidité de l'application, c'est justement réduire la zone en fait en utilisant une méthode qui se rapproche de la vôtre, celle que vous avez utilisée, et ça permettait d'optimiser nettement, réduire le temps par 20 voire beaucoup plus, mais on était un peu trop juste niveau temps, et voilà. Mais tu as souligné un beau point, je te remercie. Parfait, j'ai compris, merci. Super. Du coup, on a eu l'approximation pour 100 000 ou pas? D'autres questions? Vous avez des autres questions? Une question sur le code, une façon de faire que parce que vous utilisez une certaine technologie là qui sont assez sympas. Ouais, du coup, peut-être avoir des questions là-dessus. Je suis le seul qui parle. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse réfléchir hein, si vous avez une autre question, mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation. Je crois qu'il y en a une. La présentation suivante. Pour Uniform, c'est bien partie de la bibliothèque random. Vous êtes tous là? Vous êtes tous en ligne? Oui. Oui. Ouais. Nicolas? Oui. Nicolas pour le groupe 2? Oui. Oui. Sur la bibliothèque random, je crois, hein, c'était la question. Ouais. Ok. Ouais, on importe la bibliothèque random. Du coup, oui, je voulais savoir. Ouais. Et de la manière suivante, du coup, parce que c'est un peu embêtant de réécrire à chaque fois random, point, blablabla, le nom de la fonction. Du coup, on fait from, random, import et avec tout, en fait, l'étoile. Et du coup, ça nous permet d'utiliser directement les méthodes, si j'ai le bon terme, je sais pas. Ouais, les méthodes, hein, ou fonctions, je sais plus. Bref, ouais, on utilise random. Ok, ouais. J'espère que j'ai bien répondu. Ça faisait sens. Là, vous avez utilisé les fonctions uniformes. Oui. Après, il y a plein de fonctions qui sont vraiment très intéressantes pour tirer dans beaucoup de distributions aléatoires, de distributions. Oui. Donc, typiquement, là, ce que j'avais proposé moi, comme méthode pour améliorer, c'est de se restreindre à une petite partie du graphique. Oui. En justement changeant les bornes sur uniforme. Donc, par exemple, tirer entre 0 et 1 pour avoir la partie en haut à droite du graphique seulement. Et puis, tirer Y entre 0 et 1 aussi. Ça aurait été possible, par exemple, en faisant ça, de diviser le temps de calcul par 4. D'accord. Voilà. Après, pour d'autres algorithmes Monte Carlo, donc ça, c'est un algorithme Monte Carlo. C'est une méthode qui est très, très utilisée en simulation générale, qui est très intéressante parce que, en fait, elle a la caractéristique d'être assez facile à mettre en œuvre. On peut facilement simuler quelque chose qu'on a une facilité à appréhender. Là, c'est très facile à appréhender de se dire on tire dans le cercle. Si ça tombe à l'extérieur du cercle, on ne compte pas. Si ça tombe dedans, on va compter. Ça nous donne une approximation de pi. Donc, c'est vraiment une méthode très simple. On va dire, il n'y a pas de mathématiques compliquées derrière. Et en général, elle est très appréciée pour sa simplicité. On peut facilement simuler beaucoup de choses très complexes, très simplement grâce à la méthode Monte Carlo, en changeant les distributions. Donc là, c'est l'uniforme qui a été changé. On peut, suivant la chose qu'on a à simuler,
changer les distributions, et c'est très très pertinent. Donc merci beaucoup d'avoir fait cet exposé, parce qu'il est vraiment très intéressant sur la méthode. La classe des méthodes Monte-Carlo, elle est vraiment une classe très vaste. Donc là, c'est pas vraiment le sujet, on n'est pas en train de faire de la science pour faire la science, mais en science, c'est vraiment très utilisé. Et donc, vous avez fait découvrir à tout le monde cette méthode. Je trouve ça très intéressant. Merci.